Monseigneur Fulgence Muteba, évêque de Kilwa-Kasenga, ayant activement pris part aux travaux de la SENCO qui ont débouché sur la signature de l'accord de la Saint-Sylvestre, a figuré parmi les orateurs de l'importante session qui s'est tenue le 7 juin 2017 au sein de l'Union européenne sur le rôle de cet organe dans le processus démocratique et politique dans la région des Grands Lacs. Ici, le condensé de sa remarquable intervention. Qu'a-t-il dit en rapport avec les sanctions ciblées de l'Union européenne envers certains ténors du pouvoir de Kinshasa? À ce propos, je voudrais dire quelque chose qui me paraît important par rapport à toutes les critiques que nous entendons et qui ont rebondi depuis un temps, depuis qu'on parle des sanctions. D'après ce que je sais, et tous les scientifiques sérieux peuvent le vérifier, le dialogue politique entre l'Union européenne et les pays africains est fondé sur des accords, n'est-ce pas? Et parmi ces accords, il y a notamment l'accord de Cotonou. J'invite d'ailleurs ceux qui se prononcent sur certaines décisions que l'Union européenne prend, et même l'ONU, par rapport à nos pays qui sont dans la tourmente, de pouvoir lire attentivement et intégralement les accords de Cotonou qui ont été signés en 2010 et qui ont été revus en 2015 et qui iront jusqu'en 2020. Alors dans ces accords, ce que vous allez découvrir, c'est que la coopération entre l'Union européenne et nos pays africains met les droits de l'homme au-dessus de tout. C'est une nouveauté. Beaucoup de gens ne le savent pas et je suis étonné quand il y a des prises de parole justement par rapport à ce qu'on appelle l'ingérence ou la violation de la souveraineté. Mais quand vous recevez, n'est-ce pas, des appuis financiers, quand vous êtes en coopération avec une organisation comme l'Union européenne, eh bien, il y a des règles qu'il faut absolument qu'on puisse respecter. Je ne prends pas cause pour l'Union européenne, mais je veux tout simplement dire que nos pays ont pris des engagements vis-à-vis de l'Union européenne. Et ça, peut-être les jeunes là qui accèdent au pouvoir sans y être préparés ne le savent peut-être pas. Et en dehors des accords de Cotonou, il y a toutes les conventions internationales qui ont été, n'est-ce pas, signées, auxquelles nous avons adhéré, qui ont été ratifiées dans nos pays. Ça nous engage vis-à-vis de la communauté internationale. Et notre comportement ne peut pas aller à l'encontre de ces engagements. Et c'est quand le comportement des États africains, n'est-ce pas, va à l'encontre des engagements pris dans le cadre des accords, des conventions et des traités, qu'on va jusqu'à nous sanctionner. Et ça, c'est des choses auxquelles nous avons adhéré en signant ces accords, en signant ces traités, en signant ces conventions. C'est très, très, très important. Conformément, n'est-ce pas, à l'accord de Cotonou, les sanctions peuvent faire réfléchir. Nous disons, nous autres ecclésiastiques en droit canonique, que les sanctions ont une dimension médicinale. Donc c'est pour guérir. Comment a-t-il présenté les circonstances politiques actuelles et l'état de l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre? Je voudrais d'abord dire un petit mot sur les circonstances actuelles. Eh bien, on doit dire que la conjoncture actuelle en République démocratique du Congo suscite incertitude et inquiétude. Au plan politique, il y a la persistance de la crise. La nomination et la mise en place du gouvernement actuel ont été faites en violant l'accord de la Saint-Sylvestre que nous avons signé. J'étais parmi les membres de l'équipe de médiation de la SENCO. Et cette violation est allée jusqu'au nombre de ministres. Et puis l'arrangement particulier qui a été signé a d'abord été altéré de manière unilatérale. Et il a été signé dans une irrégularité totale
en excluant les médiateurs. Nous, les médiateurs, la Senco, ne fût-ce que par politesse, on aurait pu nous inviter. Mais même si nous avaient invités, dans la mesure où les parties prenantes n'étaient pas toutes invitées, on ne pouvait pas y aller, nous n'y sommes pas allés. Par rapport à l'accord, tout ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a la mise en place de la mauvaise foi et du manque de volonté politique qui a consisté à composer avec les débauchés de l'opposition, et c'est là ce qui fait que le pays est dans un cul-de-sac. La crise persiste. Les mesures de décrispation qui ont été arrêtées pendant les négociations n'ont jamais été intégralement appliquées. On les a appliquées de manière très légère. Et pourtant, nous avions vu dans ces mesures de sécurité une façon de sécuriser les élections, une façon de rendre ces élections paisibles, libres, transparentes et démocratiques. Le CENSA, le Conseil national de suivi, qui a été décidé d'être mis en place par l'accord de la Senco, qui n'est toujours pas mis sur pied, mais aux dernières nouvelles, on est en train de chercher un mouton docile, n'est-ce pas, pour le mettre à la tête de ce conseil qu'on peut manipuler à souhait. Et dans la foulée, du côté de la majorité présidentielle, on entend des députés dire qu'il faut un référendum parce que on ne peut pas, n'est-ce pas, priver au peuple son droit souverain de décider sur son destin. Et pourtant, l'accord dit qu'il n'y a pas, pendant toute la période préélectorale, comme même on voulu l'appeler, donc avant les élections de décembre, il n'y a pas de révision constitutionnelle. En fait, c'est pour dire qu'on est en train de tout saper. Ça, c'est sur le plan politique. Qu'a-t-il dit sur la situation des droits de l'homme et sur le plan humanitaire? Et il y a des poursuites judiciaires quotidiennes contre les opposants et des procès bidons. Il y a une grave crise humanitaire au Kasaï et le gouvernement est incapable de pouvoir assister ses propres concitoyens. Et comme dernière dérive, pour compléter le tableau sombre, la Cour constitutionnelle, qui joue le rôle, n'est-ce pas, d'officine d'impunité, est en train de devenir davantage une caisse de résonance du pouvoir en place. Figurez-vous, ses membres sont 8 et on dit que même avec 3, on peut atteindre le quorum. Bon, donc c'est contre même la logique élémentaire. Il n'y a qu'à RDC que ce genre de choses sont possibles. Quel regard a-t-il jeté sur la résolution 2348 des Nations Unies? Toujours dans ce chapitre, à mon avis, il faut rendre contraignante la résolution 2348. Je pense qu'il est important que l'Union européenne puisse ouvrir un observatoire de droits humains en République démocratique du Congo, un peu comme en Syrie. Comme ça, on aura des éléments objectifs sur lesquels, n'est-ce pas, on peut décider. Et aussi, il y a l'application sans faille des mesures de décrispation politique. Tout ceci se poursuivra au cours d'une interview dans laquelle il brosse l'avenir de l'accord de la Saint-Sylvestre. Cet accord est toujours valable. C'est la feuille de route la plus crédible, la plus inclusive, qui porte le bonheur du peuple congolais. Et c'est avec raison que le peuple congolais l'a salué. C'est aussi avec raison que la communauté internationale a salué cet accord. Comme je l'ai dit, nous ne sommes pas d'accord avec la façon d'appliquer de manière sélective cet accord, mais je suis convaincu que ceux qui font ça, ils se rendent compte effectivement qu'ils s'engagent sur une voie sans issue et ils reviendront, ils seront obligés de revenir à la logique de l'accord, à l'esprit et à la lettre de l'accord. Il n'a pas manqué de revenir sur le fameux plan B des évêques. Eh bien, le plan B reste secret jusqu'à son exécution. Il reste secret jusqu'à son exécution, mais en même temps, c'est l'occasion pour moi de dire que nous sommes dans un processus. Je crois qu'il ne faut pas être pessimiste pour conclure tout de suite que le processus est arrivé à son terme. Mais non, le processus continue jusqu'à ce que l'avenir nous dira ce que deviendra cet accord au bout du processus.
Et pour revenir au plan B, mais le plan B a justement vocation de rester secret jusqu'à son exécution. Eh bien, nous ne sommes pas encore à la fin du monde, donc par conséquent. Quelqu'un n'aurait rien promis en rapport avec la tenue prochaine d'élections. Vous savez, la République ne dépend pas de la volonté d'une seule personne. On est loin de là. Il y a des institutions qui sont chargées des élections, il y a des engagements qui ont été pris par les uns et les autres. On doit respecter ces engagements. Je pense qu'il est révolu ce temps où la vie de toute une nation dépendait d'un seul individu. La vie de la République démocratique du Congo n'est pas liée à la volonté d'une personne. Non. Nous sommes plusieurs millions de Congolais. Et la vie de cette République dépend de nous tous. Quid du référendum apparemment souhaité par un camp? Il n'est pas question du référendum. Bon, il y a des discussions dans les médias. Bon, nous savons que ces choses-là ont été interdites au niveau de l'accord. Mais ce que je veux souligner, c'est deux choses. Le respect des engagements, ça fait partie, n'est-ce pas, de la dignité de quelqu'un. Ça, c'est d'un. De deux, revenir sur des choses sur lesquelles, n'est-ce pas, les parties prenantes à l'accord se sont déjà prononcées. Je trouve que c'est une distraction. Quand on dit qu'on n'a pas d'argent pour n'est-ce pas, tenir les élections, en tout cas, jusqu'à présent, c'est ce qu'on nous a dit. Je ne vois pas comment on peut en même temps tenir un discours qu'on a de l'argent pour organiser les référendums. Mais où est le sérieux dans tout ça? Hein? Donc ça s'appelle en philosophie l'autodestruction pragmatique. Et bon, on ne peut pas construire un pays avec des autodestructions pragmatiques. Quelle réponse donne-t-il à ceux qui accusent les évêques de n'avoir pas été à la hauteur de leur tâche? Le peuple congolais est assez mûr pour rétablir les responsabilités. Le peuple congolais sait qui a changé le texte de l'arrangement particulier. Le peuple congolais sait qui n'a pas invité la médiation et l'autre partie prenante à l'accord, le rassemblement à la signature de cet arrangement qui n'est plus celui que nous avions préparé consensuellement au centre interdiocésain. Donc les gens ne sont pas dupes, ils le savent. Mais il faut voir l'ensemble du travail que l'Église fait pour le bien-être des Congolais. Que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine des élections, comme vous venez de le dire, et dans beaucoup d'autres domaines de développement. Nous construisons même des ponts, nous construisons même des routes avec nos partenaires. Donc c'est un travail d'ensemble que nous faisons et qu'il faut apprécier dans son ensemble. Mais quand on entend parfois certains discours qualifier les évêques de je ne sais quoi, là, moi je trouve que c'est très très malheureux. Je ne dis pas que nous sommes des anges, que nous sommes des intouchables, mais je crois que nous sommes des gens, une catégorie de Congolais très engagés pour le bien-être du peuple congolais. Il faut qu'on comprenne toutes les initiatives que nous prenons, tout notre engagement dans ce sens-là.